Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la falsification de l'histoire, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Et pour ça, je le reçois. Patrick Pazin, éditeur. Éric Le Saint, historien, je peux dire historien. Non, justement, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi on ne peut pas dire historien? Parce que moi, je travaille sur les pyramides d'Égypte et je pense qu'on n'expliquera jamais la construction d'un bâtiment par de la science humaine, mais par de la science physique. D'accord. Voilà. Donc on va tout changer là. Voilà. On va mettre science physique. Voilà, on m'appelle je suis un chercheur indépendant. Et qui met toutes ses expériences et l'expérience des autres, des tailleurs de pierre et tout, en exergue pour expliquer comment on a travaillé au niveau des pyramides, de l'implantation. On va parler de ça, on va parler de tout ça. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au Club Géopolitique Profonde. Les plus grands, les meilleurs y écrivent. Sylvain Ferreira, Claude Janvier, Laurent Ozon, François-Xavier Consoli et tous les autres. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas que le dernier livre de Laurent Ozon, Les néoconservateurs, une élite impériale, a été édité par les éditions Géopolitique Profonde, écrit par Laurent Ozon, bien entendu. Pareil, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Alors, je suis très content de vous avoir, parce qu'on avait déjà parlé des falsifications de l'histoire, mais plutôt sur l'histoire du XXe siècle. Là, on est avant Christophe Colomb. Parce que Christophe Colomb, c'est la fin, théoriquement, du Moyen-Âge. C'est-à-dire, on arrive à une autre époque. C'est parce que le Moyen-Âge, on a toujours dit que c'était la barbarie, etc. Et là, soi-disant qu'on arrive dans la civilisation, mais en fait tout ça c'est faux. Oui, absolument. Pourquoi c'est faux? Alors, on va commencer tout simplement parce que des peuples sont allés en Amérique bien longtemps avant lui. Alors déjà, ce que l'on connaît le mieux, ce sont les Vikings, donc autour du XIe siècle, voire avant. Ils arrivent du côté de Terre-Neuve sur un site qui s'appelle La Anse-au-Mido. Et celui-là, aujourd'hui, ce site est indiscutable puisqu'il est même reconnu par la science officielle. À savoir que donc les Vikings sont arrivés, il y a eu des datations qui ont été faites au carbone 14 au début du XIe siècle. Donc on est déjà quasiment 5 siècles avant Christophe Colomb. Donc dire qu'il a découvert l'Amérique, alors qu'on sait que les Vikings étaient déjà là depuis longtemps, ça pose problème. Mais en plus, il n'y a pas que les Vikings qui sont allés, parce qu'on a des preuves, justement, on va regarder après quelques cartes et puis nous parlerons d'autres choses. Mais les Hébreux, les Romains, les Égyptiens, les Japonais, les Chinois, les Phéniciens, tout le monde, et évidemment les Arabes, les musulmans, tout le monde est allé en Amérique. Même on a des traces des Irlandais, et je parle avant Christophe Colomb. On a le monde, donc j'ai dit le monde arabo-musulman y est allé longtemps avant Christophe Colomb. On a même des preuves que l'Afrique subsaharienne est allée en Amérique. Alors, après, on va dire, non, mais tout ça, c'est la science officielle, répond, c'est impossible. Eh bien, peut-être nous pouvons commencer par regarder une carte ancienne. Stéphane, si tu peux mettre la 18. C'est celle-là? Oui, d'accord, mais alors, on va montrer les cartes. D'accord. En attendant, mais pourquoi qu'est-ce que ce mensonge transforme, en gros, dans notre civilisation? Tout. C'est-à-dire que alors, en 1823, il y a un jugement qui est rendu aux États-Unis sur à qui appartiennent des terres. Alors, je m'explique. À la fin du XVIIIe siècle, donc vers 1775, un homme qui s'appelle Johnson achète des terres à des Indiens. 40 ans plus tard, un autre homme, en fait, qui a des activités politiques, négociant en fourrure, etc., un homme d'affaires, achète auprès du gouvernement américain les mêmes terres. Évidemment, ça se transforme en procès, puisque les héritiers du premier acquéreur, Johnson, disent nous sommes propriétaires depuis 40 ans de ces terres, puisque nous les avons achetées aux Indiens, et elles nous appartiennent. Le gouvernement américain n'avait pas le droit de les revendre à quelqu'un d'autre. Et en fait, le juge, qui s'appelle le juge Marshall, va décider qu'en fait,
du fait de ce qui s'appelle la doctrine de la découverte dont nous allons parler, à savoir que à partir du moment où les Européens, donc Christophe Colomb, ont découvert l'Amérique, en fait, ça leur appartient. Et alors on dit oui, mais il y avait... C'est-à-dire que l'Amérique appartient... À ceux qui l'ont découverte. Aux Espagnols. Aux Espagnols, aux Portugais, aux Anglais, un petit peu aux Français. Ouais. En tout cas aux puissances européennes qui l'ont découverte. Et dans son jugement, c'est très clair, il explique en fait que donc lui, il rejette la demande des héritiers en disant que oui, d'accord, leur père avait acheté les terres à des tribus indiennes, mais en fait, les Indiens n'avaient pas le droit de la vendre parce qu'en fait, comme ils ont été découverts par Christophe Colomb, ça leur enlève tout droit de propriété et même de souveraineté. Et dans ce jugement, ce qui est impressionnant, en fait, c'est que finalement, les Indiens, qui sont là depuis des millénaires, au moins 50 000 ans, voire plus, mais bon, ça c'est un autre sujet, ce jugement ne leur concède qu'un droit d'occupation du sol. D'accord. Ok, les Occidentaux spolient les Indiens, ça c'est une chose. Oui. Mais... qu'est-ce qui transforme cette découverte, le fait de s'approprier cette découverte, qu'est-ce qui transforme peut-être intellectuellement, idéologiquement, au niveau civilisationnel, le fait de dire voilà, c'est nous les Européens qui avons découvert l'Amérique. Alors déjà, ça va transformer premièrement le droit foncier aux États-Unis, c'est-à-dire qu'effectivement n'appartient enfin je veux dire les autochtones sont propriétaires de rien. Okay. Ce qui veut dire aussi, c'est que on peut les expulser. Et par exemple, en 1830, il y a l'Indian Removal Act, donc qui est voté par le Congrès, qui permet en fait d'expulser tous les autochtones qui se trouvent entre le Mississippi et l'Atlantique. D'accord. Donc en fait, ils vont dégager Manu Militari, et Manu Militari au vrai sens du terme, plus de 60 000 personnes, qui vont expulser de l'autre côté du Mississippi. D'ailleurs, ça s'appelle... il y a eu entre 4 et 8 000 morts, parce que ça a été violent. Et ça s'appelle... Cet événement, dans l'histoire, s'appelle la piste des larmes. Donc, la première chose, c'est que ils ont le droit, finalement, ils fixent un droit de propriété qui va se répercuter jusqu'à notre époque. Par exemple, en 2005, il y a une nation indienne, la nation Oneida, qui rachète des terres tribales qui avaient autrefois donc appartenu avant que le gouvernement américain s'en empare, qui rachètent des terres tribales, et à ce moment-là, la municipalité leur demande de payer des impôts. Eux disent bah non. Puisque nous rachetons des terres tribales, nous n'avons pas payé d'impôts fonciers sur ces terres puisqu'elles nous appartiennent depuis la nuit des temps. Et de nouveau, ça va aller devant la Cour, et la Cour va conclure que, en fait, ils doivent payer des impôts parce que, comme la municipalité a acquis ces terres, et en plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle les a acquises de façon illégale. Eh bien, néanmoins, la demande des Indiens est rejetée et ils doivent payer des impôts. Et est-ce que ça participe aussi, je sais pas moi, à l'essor occidental peut-être aussi? Ah ben, de toute façon, par exemple, alors maintenant ça a changé parce que la législation a changé, mais les droits miniers n'appartenaient pas aux Indiens. D'accord. Donc toute l'exploitation dans les réserves, qu'il y ait du pétrole ou d'autres choses, n'appartenait pas aux Indiens, puisque de toute façon, ils n'avaient aucune propriété du sol, ils n'avaient même aucune souveraineté. Et d'ailleurs, on a des jugements tout au long du 19e siècle où des tribus indiennes vont en justice. Par exemple, il y a les Cherokees contre la Géorgie. La Géorgie passe des lois où elle prive tous les Indiens Cherokees de leurs droits. Enfin, je veux dire, ce sont des sous-hommes. Eh bien, ils vont perdre en justice puisque, en fait, le juge va dire, mais vous n'êtes pas une nation, vous êtes une nation dépendante. Et il emploie l'expression en disant, comme vous avez été découvert, en fait, c'est la même relation qu'entre un tuteur et son pupille.
Et donc, vous êtes un pupille, donc en fait, taisez-vous, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et si ça n'avait pas été ça, donc tout ça n'aurait pas existé? Ben, si on avait dit oui, je sais pas moi, c'est les Romains, c'est les Japonais. Eh ben, justement, ce serait intéressant, c'est si ça se produisait aujourd'hui, quelles seraient les conséquences? C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a encore des cas qui vont devant la justice américaine depuis le 21e siècle. Hein, donc, je parlais de la nation en 2005. Donc, si maintenant, ce serait intéressant intéressant. Je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller. Si effectivement, officiellement, les États-Unis reconnaissaient que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, quelles seraient les conséquences sur la propriété du droit, sur la propriété du sol? Alors évidemment, on pourrait dire non, mais la Cour suprême dirait que oui, mais maintenant avec le temps, etc., etc. N'empêche que tous les jugements se fondent sur ce jugement de 1823 du juge Marshall, qui disait qu'en fait, les Indiens n'avaient aucun droit. Est-ce que ça veut dire que toute l'histoire de l'humanité, avant cette date fatidique, que ce soit les pyramides, que ce soit, je sais pas moi, l'Antiquité, je sais pas moi, les Incas, j'en sais rien, est faux? Oui, parce que en fait, justement, pour faire tenir le mythe de Christophe Colomb, ils sont obligés la science officielle, en fait, est obligée de mentir sur tout le reste, alors qu'on a des preuves. Par exemple, Stéphane, si tu veux montrer la carte. Alors, donne la date, parce qu'on n'a pas les numéros, on a les dates. Donc donne les dates des cartes. Tu les as classées par. D'accord. Alors, celle qui n'a pas de date, justement, l'égyptienne. Alors, là, ça, c'est une carte de quoi? C'est une carte du monde. Alors, évidemment, quand on la voit comme ça et qu'on n'a pas l'habitude, qui a été trouvée en 1898-99 dans une tombe égyptienne sur le site de Néken, ou Hierakonpolis en grec. Et Stéphane, si tu peux l'agrandir du côté droit, on va voir quelque chose de très intéressant. Voilà. Et si tu peux la décaler légèrement à gauche. On a l'impression tu vois l'Amérique, en haut à droite. C'est vrai. Et si tu peux, Stéphane, la décaler légèrement à gauche, nous allons... en tout cas, le bout à droite, c'est l'Australie, qui officiellement n'a pas été découverte. Et ce qui est, quand on grossit la carte, on voit qu'en Australie, le personnage tient un boomerang. D'ailleurs, il y a des boomerangs au musée des antiquités. Les aborigènes. Oui, au Caire. Au Caire, il y a des boomerangs. Mais de même, j'avais rédigé une fois un article pour Nexus, nos amis de Nexus, qui montrait qu'en fait, en Australie, il y a des parois rocheuses qui ont été gravées avec des hiéroglyphes. Donc en fait, depuis tout temps, et c'est pour ça d'ailleurs, et je te remercie de faire cette émission, parce que en fait, on découvre que, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, nos ancêtres étaient des êtres supérieurs. Enfin, je veux dire, ils bravaient les océans, ils allaient voir les autres peuples. Les échanges datent depuis l'Antiquité et même d'avant.